Mobile se déplace sur rail. Les pylônes des deux Blondins de 20 tonnes, 35 mètres de hauteur, charpente de 160 tonnes, contrepoids de 350 tonnes, manœuvrent sur la même voie pour leur déplacement latéral. Le pylône du Blondin de 10 tonnes, plus haut de 13 mètres, emprunte isolément une voie parallèle. Spécialement réservé à la mise en place des coffrages et du matériel, il peut chevaucher les Blondins de 20 tonnes en action. Un dispositif de verrouillage automatique empêche les fausses manœuvres. Cette mobilité permet d'axer avec précision et sécurité la descente d'ébène ou du matériel sur le barrage, apportant plus de souplesse dans les opérations de mise en place du béton. Avant toute opération de bétonnage, un coulis de mortier garantit la bonne reprise du béton d'une couche à l'autre. Le mortier est répandu à la pelle et au balai sur toute la surface à bétonner. Après le mortier, le bétonnage normal prend sa cadence. À bord de sa tour mobile, isolé dans sa cabine, le conducteur de Blondin assure la manœuvre. À 6 mètres par seconde, la benne s'éloigne de la rive et sa manœuvre est prise en charge par le radio de plot. Le radio de plot arrête la benne à la verticale de son point de déversement et commande la descente. Stop! C'est bien! Descends! Manœuvrée avec précision sur les indications du radio, la benne atterrit sur le plot en cours de bétonnage, au point exact où le chef d'équipe du plot désire son vidage. Allô, monte! Descends. Quarante, 30, 20, 10, 5, stop. Translation sur les bréviaires.
Descends. Allô, monte. Le béton mis en œuvre est un béton à granulométrie discontinue contenant 50% en poids de gros agrégats 120-250. À chaque circuit, les bennes passent au nettoyage. Si c'est nécessaire, leur surface sera décapée au jet de sable, passée ensuite à l'huile bouillante. L'ingénieur responsable du travail fait le point et donne ses instructions. Sur le barrage, où l'altitude ne permet de bétonner que pendant 140 jours par an, c'est la relève des équipes qui poursuivent le travail jour et nuit. Malgré l'altitude, qui limite le bétonnage à 140 jours par an, près de 600 000 mètres cubes de béton ont été mis en place à Tignes au cours des 2 saisons de bétonnage, 1951 et 1952. Pendant la campagne 1952, 27 journées ont vu mettre en œuvre chacune plus de 2500 mètres cubes de béton. 11 journées, plus de 3000 mètres cubes, 4 journées, plus de 3500 mètres cubes, 2 journées, plus de 4000 mètres cubes. Le chiffre de 4533 mètres cubes a été atteint. Il constitue actuellement le record européen et le record mondial de mise en place de béton avec 2 blondins de 20 tonnes. Tignes, village de Haute-Savoie, s'apprête à disparaître. Un mur de béton large de 40 mètres ferme la vallée. À la fonte des neiges, l'Isère submergera le village et créera un lac profond de 150 mètres. Malgré plusieurs ordres d'évacuation, les Tignards refusent d'abandonner les biens que, de génération en génération, leurs ancêtres ont gagnés sur la montagne. Pourtant, devant le danger imminent, les autorités décident de brusquer les événements. Il faut évacuer la population.
et d'abord les moins récalcitrants. Petite apocalypse industrielle. Les morts sortent de leurs tombeaux et commencent une singulière transhumance vers les hautes terres à l'abri des inondations. Pâques est proche, mais ces cloches-là ne partent pas à Rome. Christ décloué, statues sans prière s'entassent dans un coin de l'église vide. Les bâtiments officiels sont déménagés l'un après l'autre. Bon gré, mal gré, les tignards prennent la route de l'Exode. Il suffit de quelques jours pour que l'eau isole le village. Afin d'empêcher les matériaux d'obstruer l'entrée des vannes, il faut raser les constructions. Tignes repose sous 100 mètres d'eau. Sur le barrage, avec les beaux jours, les travaux ont repris. La construction se fait par pile et donne à la crête du barrage une découpe en créneaux. Ces tonneaux d'acier qu'on appelle blondins contiennent 6 mètres cubes de béton. Ils en déversent jusqu'à 4600 par jour. L'eau, retenue derrière le barrage, s'échappe d'abord par les conduites forcées d'une petite centrale où elle entraîne des turbines de faible production. C'est la centrale des Bréviaires. L'Isère reprend alors son ancien cours. Mais pour que l'eau développe toute son énergie, il est nécessaire qu'elle se précipite d'une grande hauteur. La seule dénivellation favorable se trouvant à 15 km, on a creusé une galerie vers laquelle un barrage secondaire détourne l'Isère. Voici l'entrée des 15 km de cette galerie qui court sous le versant gauche de la vallée. Pour faciliter l'avancement du travail, tout au long du parcours, on a ouvert à flanc de montagne des chantiers dénommés fenêtres. C'est par elles que se fait également l'évacuation des déblais provenant du percement. De fenêtre à fenêtre, la galerie s'allonge. Un jour, il ne s'agit plus que d'en creuser le dernier tronçon près de la dénivellation de Malgovert. Se déversant dans une furie écumante, l'Isère retrouvera son ancien lit 750 mètres plus bas. Et les 8 turbines de l'usine de Malgovert tourneront entraînées par son élan. Aucune route ne peut atteindre la fenêtre 14. Pour y parvenir, il faut emprunter le téléphérique. C'est entre la fenêtre 14 et la fenêtre 16 qu'est situé le dernier obstacle opposé par la montagne. Des 3 km qu'il fallait creuser initialement, il reste maintenant 150 mètres. Sauf imprévu, la jonction se réalisera au cours de l'hiver prochain. On devra ensuite élargir l'ouverture à la dimension définitive de la galerie. Des déblais retirés, on a construit une plateforme permettant d'établir l'ensemble du cantonnement. Avant d'atteindre la galerie elle-même, il faut parcourir les 320 mètres de la fenêtre.
Ici, la fenêtre rejoint la galerie qui, depuis le barrage, descend en pente douce. Tout au long des couloirs sont installés les différents services. Ateliers de réparation, compresseurs à air, garages, stations de ventilation. On découvre toute une ville industrielle étirée en un étroit cordon de 15 km. Lorsque le percement rencontre une zone de roche dure, il n'est pas nécessaire d'étayer la galerie. Là, une équipe de surveillance vérifie l'état du soutènement métallique. La galerie s'engage sous le mont Pourri. Le terrain pulvérulent, gorgé d'eau, exerce une poussée incessante. Il faut découper au chalumeau les cintres tordus. Leur écrasement est si considérable qu'un éboulement peut survenir d'un moment à l'autre. Il arrive qu'on traverse une importante poche d'eau. Une station de pompage est alors établie. Souvent, sans attendre les équipes spécialisées, les mineurs refont avec des moyens de fortune le boisage qui cède. Nous sommes à 1500 mètres de la fenêtre, tout près du front d'attaque. Derrière, un jambeau. 6 mètres de long, 2 mètres de large. 4 marteaux actionnés à l'air comprimé. 11 hommes, beaucoup de poussière. À 150 mètres de là, la 16 avance à la rencontre de la 14. L'eau est si abondante que la galerie a déjà été inondée plusieurs fois. Au fur et à mesure de l'avancement du front de taille, les services d'entretien allongent le tuyau de ventilation. Quand le jambeau a foré ses trous, les mineurs de la 14 apportent la dynamite. Seuls les marteaux sont repliés car on se sert des plateformes pour le chargement et le bourrage. Les charges sont munies d'une amorce électrique. Après la jonction des fils de chacune des charges, l'électricien déroule la ligne auxiliaire de tir. L'équipe des mineurs doit maintenant quitter le front de taille. Le coffret d'arrivée du courant électrique contient un fil souple assez long pour traverser la galerie. On le branche au coffret de tir situé sur le parement opposé. Après s'être assuré que tous les hommes se sont éloignés, le chef mineur commande le tir. Quand les fumées de l'explosion sont dissipées, l'équipe des mineurs sonde le terrain et prévient les risques d'éboulement. Puis, elle arrose les déblais afin d'éviter les nuages de poussière. On profite du tas de pierrailles pour fixer les poutres d'avancement.
basse, massive, puissante, la pelle à air comprimé roule ses 70 tonnes avec une vivacité de rhinocéros. Les blocs de pierre s'acheminent par tapis roulant jusqu'au wagonnet qu'un tracteur emmène une fois rempli. On complète ensuite l'étayage. Le jambot peut revenir. Et la perforation reprend à la rencontre de la sève. Périodiquement, les géomètres vérifient le niveau et précisent la direction à suivre. Ce sont eux qui permettent aux mineurs de connaître la position de leur cheminement sous la montagne. Leurs relevés sont transmis au bureau des ingénieurs situé tout à côté de la fenêtre. Dehors, l'hiver est revenu.